Bonjour, bienvenue à Méthode de recherche en psychologie. Dans le cadre de la dernière capsule, j'ai parlé assez longuement du cycle théorie-donnée et j'ai utilisé un exemple où est-ce qu'on testait une théorie voulant que l'environnement familial est le facteur le plus important ou est un facteur très important comparativement à l'environnement des pairs pour le développement social de l'enfant, ce qui m'a amené à faire un devis de recherche et une hypothèse que j'ai testée et que j'ai soit confirmé l'hypothèse ou rejeté l'hypothèse, et ça m'a amené à être plus confiant ou moins confiant dans la théorie de départ. Maintenant, qu'est-ce qu'une bonne théorie en sciences, en psychologie? Okay? Une bonne théorie est une théorie qui est supportée par les données. Et je dis ça parce que, malheureusement, on utilise le mot théorie un peu trop entre guillemets, lousse, si on veut. Le mot ne vient pas en français comme ça, là. Mais c'est que très souvent, on va utiliser le mot théorie un peu à toutes les sauces. Mais si on l'utilisait bien, on le réserverait vraiment aux théories qui sont supportées par les données. OK? Et les théories qui ne seraient pas encore supportées par les données, on les appellerait d'autres choses, comme des propositions théoriques ou des trucs comme ça. Donc, une bonne théorie, une vraie théorie, c'est une théorie qui est supportée par les données et qui est supportée par différentes recherches, pas juste une, des centaines de recherches, okay, qui ont posé des questions subtilement différemment, qui ont attaqué le problème de différents angles. Vous vous souvenez de l'exemple avec la dépression, là, tu sais? Et qui ont utilisé différentes méthodes de recherche, différents devis, et qui, tout ensemble, semblent donner la même observation générale, semblent supporter la théorie. Et donc, cette théorie-là serait vraiment une bonne théorie. Donc, plus elle est supportée par les données, meilleure elle est. Hein? Et faites attention parce que certaines personnes pourraient penser que plus une théorie fait du sens, meilleure elle est. Or, il y a plein de choses dans la vie, d'explications qui font du sens, mais qui sont juste pas vraies. Et la réalité fait souvent pas de sens pour nous, mais elle est comme ça. Okay? On retrouve ça, entre autres, en physique, par exemple. Quand on va en physique quantique ou en la physique des particules, on se rend compte que ce qui est vrai et ce qui fait du sens pour nous, c'est pas toujours la même chose. Et c'est la même chose en psychologie, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on sait scientifiquement, que c'est, tel qu'on le comprend, c'est le plus proche de la réalité qu'on peut se rapprocher. Et pourtant, c'est contre-intuitif. Ça fait pas de sens avec notre intuition. Ça, c'est parce que votre intuition, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas la meilleure chose pour savoir ce qui est vrai. Vraiment. Et donc, une bonne théorie, c'est pas une théorie que quand on y pense, elle fait beaucoup de sens, elle est intuitive, et ainsi de suite. C'est une théorie qui est supportée par les données. Parfois, ça va arriver que les choses qui sont supportées par les données sont aussi des choses qui sont intuitivement faciles à comprendre et qui font du sens, du gros bon sens. Comme par exemple, il est assez bien clairement démontré que et supporté par plusieurs recherches, qu'il est important dans la vie d'avoir un réseau social, des amis, des gens avec lesquels on s'entend bien, que ça protège contre toutes sortes de trucs comme la dépression, comme l'anxiété, etc. Okay? Ben ça, les données supportent ça, et en plus, au niveau intuitif, ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Et souvent en psychologie, il y a certaines études que les gens vont dire « on n'avait pas besoin d'une étude pour démontrer ça, on le savait déjà. » Oui, des fois c'est vrai. Mais des fois, il y a des trucs qu'on pense qu'on savait et que les données vont dans le sens inverse. Okay? Et on va parler de ça dans différents exemples de ça dans le cours. Et donc, une bonne théorie, c'est une théorie qui est basée sur les données et qui est basée sur plusieurs données, beaucoup de projets de recherche avec différentes méthodes de recherche spécifiques, okay, font une bonne théorie. Une bonne théorie, c'est aussi une théorie, et ça c'est tellement important, c'est une théorie qui est falsifiable. Ça veut dire que la théorie est formulée d'une certaine manière que si elle était fausse, ça serait possible de le savoir. Dans le cadre de
mon exemple sur le développement social, c'est une théorie falsifiable. Pourquoi? Ben, ma théorie dit que les enfants qui vont à qui ont été éduqués à la maison ont un meilleur développement social que ceux qui ont été qui ont passé beaucoup de temps à la garderie. Bon, ben, comment ça peut être falsifié, ça? Ben, très simplement, si je mesure le développement social d'enfants qui ont été à la maison et d'enfants qui ont été à la garderie, puis je trouve que le développement social est égal entre les deux, ou même est plus fort chez ceux qui ont été à la garderie que ceux qui ont été à la maison, ben, ça falsifie ma théorie comme quoi il y a quelque chose de spécial à propos de l'environnement familial pour le développement social. Donc, elle est complètement falsifiable, ce qui est très bien. Une bonne théorie est une théorie falsifiable. Si elle était fausse, ça serait possible de le savoir. Quels seraient des exemples de théories non falsifiables? Ben, on n'en retrouve pas en science, mais on en retrouve aux marges de la science, dans les marges. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, des fois, certains livres que vous allez lire, certains articles, qui vont être écrits par des gens qui ne sont pas vraiment en psychologie scientifique, mais ils se disent quand même être en psychologie et ils vont se retrouver souvent dans ce qu'on appelle de la pseudo-psychologie, ce qui veut dire de la fausse psychologie, ou de la pseudo-science, de la fausse science. Donc, par exemple, imaginons un exemple de ça. Il y a souvent eu de l'abus de ça dans le domaine de la psychanalyse. Okay? Qui est un domaine intéressant, mais la psychanalyse, si vous avez déjà entendu parler de Freud et la psychanalyse, il y a eu dans ce domaine-là, si on veut, des gens qui ont souvent fait des théories non falsifiables. Alors, voici un bon exemple de ça. Okay? Vous avez une ulcère d'estomac. Et des maux d'estomac et probablement une ulcère d'estomac. Okay? Et à un moment, un ami vous dit sais-tu quoi, j'ai lu un article sur la psychanalyse, puis la psychanalyse dit que dans le fond, lorsqu'on est enfant, on a comme des conflits avec nos parents, puis tout ça. Si ces conflits-là sont pas réglés, ces conflits-là restent dans notre subconscient, puis là, après ça, il y a un lien entre le subconscient puis le reste du corps, évidemment. Puis là, ça peut ressortir plus tard, quand on est plus vieux. Ça peut ressortir en tant qu'ulcère, que maux de ventre et tout ça. Alors, vous allez voir un psychanalyste, et puis il vous dit, oui, en effet, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on considère être vrai. Puis je dis pas que tous les psychanalystes sont comme ça en passant. Là. En fait, j'aurais peut-être pas dû prendre psychanalyste. C'est un peu controversé, la psychanalyse, dépendant à qui vous demandez. Mais imaginons que quelqu'un vous dit ça. Okay? Et là, vous dites, mais il y a juste un problème avec ça. La personne dit, c'est quoi le problème? Vous dites, c'est que j'ai pas eu de conflit avec mes parents. Fait que l'explication fait pas de sens. J'ai toujours eu une enfance heureuse. Alors là, vous venez juste de falsifier, du moins pour votre cas, la théorie. Et là, imaginez que la personne se retourne et dise « Ah oui, non, mais évidemment que tu n'as pas l'impression d'avoir eu de conflit. C'est exactement ce que quelqu'un qui aurait des conflits avec ses parents dirait. » Puis là, vous dites « Pourquoi? » Ben, parce que des conflits avec tes parents sont tellement douloureux que ton inconscient les a refoulés. Il a fait en sorte que tu n'es pas capable de t'en souvenir, parce que t'en souvenir, ça serait trop douloureux. Et c'est pour ça que ça ressort justement en tant qu'ulcère. Vous diriez, ah, ok. Puis là, vous revenez la semaine d'après, vous dites, ah, il y a encore un problème, c'est que je viens juste de parler avec mes parents, puis eux non plus se souviennent pas qu'on a eu des conflits. Puis la personne dirait, ah, parfait, c'est exactement ce que des parents qui ont eu d'énormes conflits avec leurs enfants diraient lorsque leurs enfants leur demandent s'ils ont eu des conflits avec eux. Ça doit être que inconsciemment, la façon dont vous avez formulé la question a fait en sorte que inconsciemment, vos parents ont comme... ça a changé leur mémoire un peu. Puis là, eux vous ont dit non, on s'en souvient pas. Puis, voyez-vous ce que je suis en train de faire? Je suis en train... à chaque fois que la personne m'arrive avec un élément d'observation qui va contre ma théorie, comme quoi les
conflit avec les parents donne des ulcères. À chaque fois que la personne arrive avec quelque chose qui contredit clairement ça, hein, moi, ce que je fais, c'est que je dis, ah non, mais je trouve une façon d'expliquer ça. Fait que je suis constamment en train de défendre la théorie à chaque fois qu'elle est falsifiée. Si je fais ça, je rends ma théorie non falsifiable. Et à partir de ce moment-là, je ne joue plus le jeu de la science. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la pseudo-science, de la fausse science, ou de la pseudo-psychologie, de la fausse psychologie. OK? Donc, une bonne théorie, c'est une théorie qui est falsifiable. Une bonne théorie, c'est aussi une théorie qui est parcimonieuse. Un autre mot qui est très important. Parcimonieuse veut dire que, toute chose étant égale, la théorie la plus simple est la meilleure. La théorie la plus simple est la meilleure. Okay? Donc, si vous avez le choix entre deux théories, qui semblent être toutes les deux bien supportées par les données, mais il y en a une qui a plein de concepts, et il y en a l'autre qui est supportée par les données aussi, mais qui utilise juste 2 ou 3 variables, 2 ou 3 concepts, c'est tout. Mais celle-là est vue comme meilleure, parce qu'elle est plus simple, elle est plus économique. Okay? Un exemple d'une théorie non parcimonieuse, ça serait, par exemple, une théorie qui dit qu'est-ce qui fait en sorte que... justement, tiens, gardons le même exemple avec les ulcères d'estomac. Bon, la personne vous dirait les ulcères d'estomac sont causés par les conflits avec les parents, mais juste les conflits avec les parents que vous n'avez pas été capable de régler. Puis en plus, c'est important que quand c'est arrivé, vous aviez l'âge que votre cerveau, telle partie du cerveau n'était pas assez développée, mais telle partie était aussi développée, puis c'est important que ça soit juste chez les droitiers, puis je rajoute des variables. Puis au bout d'un moment, ça devient un joyeux bordel, un fouillis. Okay? Ben, des théories comme ça, très souvent, en fait, elles ne sont pas parcimonieuses. Et le but un peu du jeu, du cycle théorie-donnée, c'est d'essayer de voir si on peut rendre des théories de plus en plus parcimonieuses. De plus en plus parcimonieuses. Tiens, par exemple, si je reprends mon exemple de... Imaginons une théorie que je supporte, là, avec des données. Par exemple, ma théorie comme quoi l'environnement familial est vraiment l'aspect fondamental qui mène le développement social des enfants. Okay? Ben, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'environnement familial. Dans l'environnement familial, il y a beaucoup de choses. Il y a le papa, il y a la maman, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a la maison elle-même, il y a la culture de la famille, il y a tout ça. Toutes ces variables-là rentrent en compte. Dans le futur, ce que je voudrais faire, c'est essayer de voir lesquelles vraiment de ces variables-là sont les plus importantes. Peut-être que l'environnement physique de la famille n'a pas rapport. Genre la maison dans laquelle tu habites. Fait que j'éliminerais ça. Peut-être que le papa et la maman n'ont pas vraiment rapport. Ça fonctionne avec une maman monoparentale ou un papa monoparental aussi. Fait que j'éliminerais l'idée qu'il faut que ça soit un couple. Peut-être que j'éliminerais l'idée qu'il faut que ça soit un couple hétérosexuel. Peut-être que les frères et les sœurs sont pas importants, ou peut-être qu'ils le sont. T'sais. Fait que ce que j'essaierais dans le futur, c'est de descendre à l'explication la plus simple. Et ce qui fait que peut-être que dans le futur, ma théorie ne serait pas l'environnement familial et l'environnement le plus important pour le développement social, mais ma théorie deviendrait, il est très important pour le développement social que les enfants aient accès régulièrement à un adulte qui les aime. Voyez-vous comment celle-là est plus parcimonieuse que l'environnement social et l'environnement le plus important. Okay? Évidemment, peut-être qu'en faisant ça, je m'en vais dans le mauvais sens. Peut-être que c'est vraiment l'environnement familial au complet qui est important et non pas juste le fait d'avoir accès de manière régulière à un adulte qui se préoccupe de nous. Okay? Donc, des fois, la théorie ne va pas bénéficier de la rendre de plus en plus simple.
Mais toute chose étant égale, si deux théories sont toutes les deux supportées par les données de la même façon, mais qu'une utilise moins de concepts et est plus simple que l'autre, ben celle qui est plus simple est la meilleure. Et ça, c'est l'idée de théorie parcimonieuse. Un autre point à propos des théories, les théories, comme je pense l'avoir déjà dit, mais je vais le redire, ne sont pas prouvées par les recherches. Okay? Elles ne sont jamais prouvées par les recherches. À la place, les chercheurs parlent que les preuves scientifiques sont plus en faveur pour une certaine théorie qu'une autre. Okay? Si vous lisez des articles dans des revues populaires de sciences, vous allez souvent lire des journalistes qui vont dire ceci prouve telle théorie ou ceci prouve telle explication. Mais si vous allez vraiment lire les articles scientifiques qui ont été écrits par les chercheurs dans des revues scientifiques, et on va voir c'est quoi ces genres de revues-là, on va voir qu'elles ne sont pas accessibles au public en général, c'est pas les genres de revues qui sont vendues dans des bibliothèques, dans des librairies plutôt, ce sont des revues spécialisées qu'on peut juste avoir dans les universités et ainsi de suite. Les chercheurs utilisent rarement le mot « prouver ». On va dire à la place que nos données supportent l'explication, supportent la théorie, que l'hypothèse est supportée par les données, pas jamais prouvée. Okay? Donc une bonne théorie est une théorie qui est supportée par plusieurs données, plusieurs recherches. C'est une théorie qui en principe devrait être falsifiable. C'est une théorie qui est la plus parcimonieuse possible sans évacuer des détails importants. Et c'est une théorie qui n'est jamais prouvée, parce qu'aucune théorie ne peut être prouvée, elle peut juste être supportée.